Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo Paroles d'expatriés avec Gigi. J'ai Gigi avec moi, bonjour. Bonjour. Qui va nous raconter son expérience avec la Thaïlande. Avant d'attaquer la vidéo du jour, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, il vous suffit juste de cliquer en dessous. Vous pouvez aussi liker cette vidéo si elle vous plaît. Et vous pouvez aussi venir me suivre sur mon compte Instagram Kathleen Phuket où je partage plein de choses qui m'arrivent au quotidien dans mes stories. Donc voilà, vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs, je vous remercie. C'est parti pour la vidéo du jour avec Gigi. Donc Gigi, quel âge as-tu? Je sais que c'est un peu abrupt comme question pour attaquer, mais dis-nous quel âge tu as. 66 ans. 66 oui, ans. comme ça je peux inverser les bougies sur le Pour l'instant, c'est plus pratique. Oui. Tu es arrivé en Thaïlande en quelle année? Je suis arrivé en Thaïlande en 2002 pour la première fois. Ouais. Je suis passé lors du Tour du Monde. J'ai malheureusement vécu le tsunami en 2004, ici à Phuket. Tu étais à Phuket pendant le tsunami? Oui, sur le bateau. Et ensuite, je suis revenu en 2010 pour vendre le bateau ici en Malaisie. Puis je me suis installé à Phuket. D'accord. À Bangkok d'abord, pardon. Bangkok, ouais. Ah, ok. Donc tu parles d'un tour du monde, donc explique-nous un peu. Tu as fait un tour du monde en bateau? Oui, en voilier, en monocoque. On est parti en 97. Avec ton mari? Avec mon compagnon de l'époque. Donc on a mis 13 ans en fait pour faire le tour du monde à la voile. Enfin, on a mis 13 ans parce qu'on s'arrêtait un peu partout. Oui, bien sûr, c'était pas sans arrêt. C'était moins on me dit toujours, oui, mais enfin, le voilier, c'est bien, mais vous êtes toujours sur le bateau, c'est faux. On est 20% sur le bateau et 80% à terre. Faire du cabotage, à faire des courses, à voir la terre, quoi. Et donc, tu as fait ça pendant 13 ans. Oui. Comment vous faisiez? Vous travailliez encore à ce moment-là ou... Oui. On travaillait, en fait, moi je travaillais surtout comme consultant marketing. Donc j'avais trouvé des sociétés qui voulaient bien m'employer. Donc chaque fois que la caisse de bord commençait à être un peu vide, donc je faisais appel aux agences en disant voilà, je cherche un contrat. Je prenais des contrats de 3-4 mois maximum. D'accord. Mais tu travaillais à distance ou Non, je rentrais en Europe parce qu'à l'époque, le télétravail, nous on est parti pendant le tour du monde sans Internet quand même. C'est ça que j'allais te dire, il n'y avait pas encore ce télétravail. Non. D'accord, donc tu rentrais et tu rechargeais, tu travaillais un petit peu, tu prenais un contrat et puis tu revenais, après tu rejoignais le bateau pour continuer ce petit tour du monde, enfin ce grand tour du monde qui a duré 13 ans au final. Oui. Ça t'a plu? Oui. Oui. Quel est ton souvenir qui t'est resté peut-être le plus marquant? Je crois que j'en ai pas un, j'en ai des milliers. Ouais. Voilà, quand j'ai retravaillé le bouquin là, qui va sortir, je me suis dit c'est vrai que j'ai quand même vu des milliers de choses sympas. Ouais. Donc je ne peux pas vraiment dire ah oui ça, non, ça peut aller dans le canal du Midi en passant par les Galapagos ou Bora Bora, tu vois, il y a quelque chose de chouette partout. Bien sûr. Si ce n'est pas les gens, c'est le paysage, c'est les animaux. Tu as appris plein de choses dans tous ces pays-là. Tu as compté le nombre de pays que tu as fait? Pas le nombre de pays, mais le nombre d'îles dans lesquelles on a ancré en minuit, on a approché des 200 quand même. Ah oui, d'accord. Ouais, d'accord, super. Et donc tu es en train de faire un livre là sur ton expérience de tour du monde? Je l'ai écrit la première fois en 2008 et je l'ai retravaillé depuis le mois de janvier. Il sort là début juin. D'accord, voilà. Bon bah alors je pourrais rajouter ensuite les informations dans la barre si vous voulez acheter le livre de Gigi, parce que j'imagine que ça doit être quelque chose de très intéressant quand même, c'est ce tour du monde à deux dans un voilier. Il vous est arrivé des petites mésaventures ou rien de grave en tout cas? Comme tout le monde, tous les navigateurs ont une histoire de tempête, ça c'est à tous les coups. En général ceux qui font 13 ans, ils ont droit quand même à 3-4. Plusieurs, voilà, pas juste une. Des cambriolages bien sûr, bon ça arrive à tout le monde. Des mésaventures, oui, c'est bon il y en a peu en fait. C'est parfois sur les marchés où ça se passe plus ou moins bien. Puis le pire, je pense que c'est les autorités. Là, devoir courir après les passeports, les visas, toutes les formalités administratives qui sont un petit peu compliquées selon les pays, j'imagine. Ok, et donc la Thaïlande, tu as mis l'ancre, donc tu as jeté l'ancre à Phuket pour la première fois? Oui, en 2002, je pense. On devait être dans la baie d'Hao Yon à l'époque. D'accord. Où on est arrivé en pleine nuit et on n'a pas vu qu'il y avait un parc
marque d'huîtres perlières. Ah mince. Oui, oui, oui. On voyait plein des loupiottes un truc, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? On a ancré assez loin et le lendemain matin, on a vu effectivement... Tu étais parmi les perles. Voilà, j'étais parmi les perles. Et donc, c'est quelque chose voilà, qui t'a plu tout de suite. Qu'est-ce que vous avez pensé de Phuket en arrivant? En fait, Phuket pour les navigateurs est génial, la Thaïlande en général, mais Phuket en particulier, parce qu'il n'y a pas de cyclone, il n'y a pas de typhon, il y a le temps, bon, il y a la saison des pluies, mais c'est pas grand-chose, il n'y a jamais vraiment de temps de météo qui soit scabreuse en voilier. En plus, il y a plein d'îles autour, il y a la baie de Phang Nga. Oui, donc on peut toujours s'abriter quand même. On peut toujours se mettre quelque part, se mettre à l'abri, puis il y a plein de choses à faire. Oui, d'accord. Et donc, vous vous êtes installé ici et tu étais à ce moment-là, donc pour le tsunami, c'est en 2004. En 2004, on n'était pas installé ici. Entre 2002 et 2004, on a navigué ailleurs. On a été en Malaisie, on est remonté en Indonésie. En Asie, voilà, on est resté en Asie, puis on est revenu ensuite s'installer entre guillemets, parce qu'on n'est jamais resté plus d'un mois ou deux, tu vois, ou 3. On faisait des chantiers par exemple ici. C'est ici qu'on réparait tout, qu'on faisait, faisait la maintenance. Donc tu te posais un petit instant le temps que le bateau soit réparé, qu'il y ait des choses à faire. Ok, bon, pour revenir brièvement sur ce tsunami qui, j'imagine, t'a marqué, tu étais là, tu es resté vraiment pour aider. Comment ça s'est passé? Oui, tous les navigateurs qui étaient présents ici, qui étaient à l'époque dans la baie de Nha Yarn, on était quand même pas mal nombreux, on est tous restés, il n'y en a pas un qui est parti. Contrairement aux touristes de l'époque, on est tous descendus, on est tous allés ramasser les déchets sur les plages, on a tous essayé de faire de notre mieux. Et ensuite, on a récolté pas mal de sous d'ailleurs, qui a permis aux 26 orphelins de Pipi d'avoir une maison, de la nourriture et leurs frais scolaires payés jusqu'à leur majorité. Oh là là, oui, en effet, ça c'est quelque chose de... Oui, et ça c'était les navigateurs, des gens qui étaient... Les navigateurs qui étaient là et tous les gens qui étaient à l'étranger, donc leurs familles, les amis, nous ont envoyé des sous pour continuer à... Voilà, donc on a eu cette chance-là, D'accord. Quand tu faisais tout ça, comment ça se passait pour les visas? Parce que est-ce que tu avais déjà un visa retraité quand tu t'es installé en Thaïlande? Comment ça? Non, mais en plus, quand on naviguait ici avec les chantiers, on se prenait les visas run tous les mois. Ah, vous partiez tous les mois dans les vannes là. Comme les gents. Les visas dans la journée, quoi. Un coup on y va, un coup on prend Longtail, on revient et on revient ici. Mais c'est infernal, hein, comme truc. En plus, le bateau ici, il peut rester que 6 mois. Donc au bout de 6 mois, il faut sortir de Thaïlande. Heureusement, la Malaisie est pas loin. Refaire les papiers, revenir dans... Je crois que là, la capitainerie ici à Chalong, je les soupçonne d'avoir au moins une centaine de copies des papiers du passeport. De ton passeport, ils ont un livre avec les photocopies. Tu m'étonnes. Nous, ils font un feu de camp tous les mois avec tous les photocopies qu'ils nous demandent. Ok. Suite à ça, comment ça s'est passé, le fait de se dire, bon, j'arrête le tour du monde et je m'installe en Thaïlande et à Phuket? Ou à Bangkok d'abord, en fait? Moi, je pense que de tout ce qu'on a connu, de tous les pays où on a voyagé, la Thaïlande est vraiment un pays extraordinaire. Bon, je l'ai dit tout à l'heure, pour les conditions de navigation, c'était pas mal, les gens sont gentils, la nourriture est excellente. On est quand même... Moi, j'ai été tenté, lorsqu'on a fini le tour du monde, de revenir ici. On est revenu ici, on a vendu le bateau, et ensuite, le choix, c'était de s'installer ici. D'accord. Parce que c'est quand même un des pays les plus C'était ce qui extraordinaires. vous avez plu pour plein de raisons, mais en tout cas, vous êtes dit, ici, on va se sentir bien. Mais vous êtes parti vous installer à Bangkok d'abord? Non, moi, je suis allé m'installer à Bangkok parce que mon compagnon m'a quitté quand on est arrivé à Phuket. D'accord. Le bateau vendu, il m'a déposé à Bangkok, avec mes 3 boîtes et demie de souvenirs et de trucs. Et j'ai décidé de m'installer à Bangkok pour une raison bien simple, c'est que, 1, il fallait que je me remette de mes émotions, 2, il fallait que je bosse. Et oui. Donc au moins tu t'es mis la tête dans le travail. J'ai fait que ça. Et pour remonter aussi les caisses financièrement et se dire, bon voilà, c'est une transition et puis on verra bien comment ça se passe après. Ok, donc tu es resté combien de temps à Bangkok? 3 ans. 3 ans. Tu as vraiment bossé ou tu as eu le temps quand même de visiter? Non, j'ai bossé pas mal. Visiter Bangkok, bien sûr, tous les week-ends, j'étais toujours dans les expos, Chatuchak, les temples, etc. etc. Donc, et tu as quand même décidé de revenir t'installer sur Phuket dans la foulée après, au fait? En fait, un navigateur loin de la mer, c'est ça, j'allais te dire. C'est pas Bangkok, terrible. C'est un petit peu compliqué. Il y a la Chao Phraya, il y a la rivière, mais bon. Non, mais tu as raison. Je suis revenu à Phuket
pour la mer, pour la voile. Et donc, par contre, tu n'as pas racheté un bateau? Non. Par contre, jamais. Qu'est-ce que tu fais? Donc là, quelle est ta relation avec la mer? Là, on est dans son appartement et j'ai la vue qui est juste là sur la mer. Donc je sais que c'est très important pour toi de voir la mer dans ton quotidien, de savoir qu'elle est juste à côté. Je sais que tu es une grande plongeuse aussi. Oui, mais j'ai beaucoup navigué avant. En fait, tout au début, quand je suis revenu, j'étais directement au Phuket Yacht Club, où j'étais passé en 2002, et j'ai simplement demandé, tiens, est-ce que vous cherchez des membres d'équipage pour les régates? Et j'ai commencé comme ça. Donc j'étais membre d'équipage sur les voiliers. Tu venais en pour extra, aider. je venais sur tous les types de rafios possibles et imaginables, du plus petit au plus grand. Et j'ai fait ça très longtemps, jusque malheureusement l'avènement du Covid, qui a mis fin aux régates internationales, qui a mis fin à pas mal de choses parce que les gens n'ont plus de sous, donc ils ont vendu les bateaux. Donc voilà, ça s'est arrêté là. Alors là, faute d'aller sur la mer, je me suis mis à aller sous la mer. Oui, d'accord. Et donc, vous l'entendez peut-être, elle vient de Belgique, hein, Gigi. Pour une fois, je n'ai pas un Français ou une Française, j'ai un Belge, une Belge. Donc, vous êtes aussi nombreux à me regarder de Belgique. Donc là, tu rentrais assez souvent en Belgique, voir ta famille, toi, pendant tout ce temps? Tous les ans. Tous les ans, tu rentrais quand même voir un petit peu. Et tu étais à chaque fois contente de ta vie ici, ou comment ça s'est passé? Tu te disais, bon, peut-être que l'Europe me manque, qu'est-ce que... Non, jusqu'à l'an dernier, pas du tout. En fait, je partais à peine 5 semaines avant par an, donc j'allais voir la famille, les amis, etc. L'an dernier, je suis resté 6 mois en Europe. Il faut dire que le Covid nous a bien aidés parce que, comme on a les 2 années précédentes, je me suis payé les quarantaines enfermés dans les hôtels, enfin la totale, hein, comme tout le monde. Donc l'année dernière, c'était un petit peu moins ravageur, donc je suis resté 6 mois. Et c'est là que j'ai décidé que l'Europe me manquait. Tu t'es dit ça, quand tu as passé ces 6 mois, tu t'es dit, bon, en fait, je crois qu'il est temps pour moi de rentrer en Europe. Tout à fait. Et tu as pris ta décision l'année dernière, ou alors, parce que je sais que tu es revenu ensuite ici, en te disant, bon, peut-être, je sais pas, peut-être que je vais rester. C'était un petit peu confus. Mais là, dans ces derniers mois, tu t'es dit, bon, ça y est, ma décision est prise, je quitte la Thaïlande. Exactement. Dans les derniers mois, je crois que je suis rentré en janvier. Et au mois de mars, avril, là, lorsque j'ai terminé le bouquin, je dis, bon, ça va. J'ai clôturé ce chapitre de ma vie. C'était comme finir ton chapitre Thaïlande, au fait, qui s'est terminé au fait avec ton tour du monde en Thaïlande. Tu as eu après une petite étape personnelle ici. Il y a eu des choses qui se sont passées. Et tout d'un coup, maintenant, tu te dis, bon, je crois que maintenant, ce chapitre-là, j'ai fermé, c'est la conclusion. Il est temps pour moi de naviguer. Alors, où tu vas naviguer maintenant? Quel est ton projet? Mon projet, c'est de rentrer en Europe, bien sûr. Comme d'habitude, je vais me retrouver près de la mer. Je vais travailler avec The Sea Cleaners, qui est l'ONG pour laquelle je bosse, qui construit entre autres des catamarans pour ramasser les déchets aux embouchures des fleuves. Donc je serai à Fécamp avec eux dès mon retour, quasiment. Et je serai aussi au Festival interceltique de Lorient, de nouveau avec The Sea Cleaners. Donc là, je vais reprendre ma fonction de bénévole, mais plutôt plus souvent. D'habitude, je fais un événement avec eux par an quand je suis là, mais là, je vais en faire 5-6. Oui, tu vas t'impliquer beaucoup plus avec eux parce que c'est quelque chose pour toi qui te tient à cœur et que tu veux participer à ce côté marin, aider l'océan. C'est vrai qu'ici, il y a du travail à faire sur ça aussi, sur la propreté et l'écologie. Ça va, ça avance bien. C'est vrai. Parce que je me demandais justement si, parce que toi, peut-être que en voyant les choses de l'intérieur, tu te rends compte de choses qui sont mises en place par le gouvernement thaï par rapport à ça? Le gouvernement thaï, il faut vraiment le bousculer. Nous, on a commencé avec Clean the Beach Bootcamp il y a maintenant 6 ans. Clean the Beach Bootcamp, au début, les Thaïs, ils nous chassaient, ils nous disaient, mais enfin, qu'est-ce que vous faites là? C'est un bootcamp, donc c'est un cours de sport qui se fait sur la plage et en même temps, donc on fait un cours de sport tous ensemble et suite à ça, on va ramasser les déchets tous ensemble. Vous choisissiez des plages à chaque fois différentes pour pas faire toujours la même. Tout à fait. Et les Thaïs, donc, vous n'ont pas pris ça? Au début, c'était assez infernal. Les gars sur les plages, là, les lifeguards, etc., nous chassaient, nous disaient, oui, qu'est-ce que vous faites là? Vous ne pouvez pas. Puis on a eu la police qui est descendue. Enfin, on a eu un peu de tout. Alors que ça partait d'une très bonne intention à la base. Mais ça s'est vite arrangé, en fait. Parce qu'on a été voir la TAT, Tourist Authority of Thailand. Ensuite, on a été voir les Orbotors. C'est les mairies. On a été vraiment les convaincre en disant, dites donc, bon, on fait ça pour... mais bon, tous les Thaïs sont les bienvenus. À un tel point, Clean the Beach Bootcamp, avant le Covid, c'était 50% d'expats, 50% de Thaïs. D'accord. Donc ça, c'était pas mal. Oui, là, au moins, ça...
D'accord. Et là, maintenant, est-ce qu'il y a tu vois des actions qui sont mises en place, en tout cas sur Phuket, par rapport à respecter un peu plus la vie marine, les déchets, l'écologie Tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe? Oui, il y a d'abord Oceans for All, que tout le monde, je pense, les francophones de Phuket connaissent, puisque c'est un Français qui l'a créé. D'accord. Eux, ils ont quand même fait pas mal de choses pour le nettoyage des océans, mais surtout pour repeupler les océans avec certaines espèces de requins. Ils allaient même dans certains restaurants de seafood de Phuket racheter les requins qui étaient mis dans les aquariums pour les vendre et les manger, tu vois, pour les remettre à la mer. Donc là, le projet est bien. Ils travaillent maintenant avec l'aquarium de Phuket et l'Institut océanographique. Donc on travaille bien, on a refait des herbiers de Posidonie, ce qui veut dire qu'on a enfin réussi à ramener les dugongs à Phuket, donc c'est extraordinaire, dans la région de Krabi. Ils ont fait beaucoup de choses pour les requins léopards, donc Oceans for All travaille vraiment très très bien. Ensuite, le gouvernement local est en train d'installer, je ne sais pas si vous avez vu dans les Seven, il y a maintenant des poubelles différentes, une poubelle pour le déchet, une poubelle pour le recyclage. D'accord, bon après il faut les utiliser correctement et oui, ça commence à venir. Parce qu'en fait, comme il y a pas mal d'usines de recyclage, l'État, ils savent que s'ils récoltent les bouteilles, ils peuvent les vendre. Oui, voilà, eux, pour tout, c'est l'aspect financier que l'aspect écologie. Pour eux, c'est juste si je prends, je peux revendre au poids le plastique, le métal, des choses comme ça. Oui, oui, c'est vrai. Ouais. Donc là, tu as décidé de rentrer donc en Belgique et peut-être tu vas aller en Europe un petit peu, mais quelles sont les raisons principales qui font que tu quittes la Thaïlande, que tu as décidé de quitter tout ça? Ben, la première, je pense que moi j'ai des chapitres de vie. Tous les 10-15 ans, j'aime bien bouger, de faire quelque chose de nouveau. Pour moi, c'est important de repartir. Je pense que j'ai cessé de m'émerveiller. Je suis désolé, mais c'est vrai que Phuket ne m'apporte pas. L'année dernière, en rentrant en Europe, j'ai vu des expos, j'étais voir des expos de photographes, j'ai vu des musées, des monuments. Le côté culturel. Le côté culturel à Phuket me manque énormément. On n'a pas du tout en fait sur Phuket. On peut l'avoir éventuellement à Bangkok. Sur certaines choses. Dans une certaine mesure, mais c'est pas... Bon, je vois bien les galeries d'art, il y en a certaines dans Phuket Town, mais bon, les artistes sont toujours les mêmes. C'est super limité, et moi c'est ce qui manque le plus. C'est tout cet aspect culturel-là, ce côté, aller faire des choses qui vont nourrir ton esprit un petit peu plus que juste, en effet, s'émerveiller devant les paysages et donc toi, ça c'est une des premières choses qui te manque là, ici, et tu t'es dit, bon, en fait, non, je ne veux plus rester ici. Oui, puis je pense qu'il y a une question d'âge aussi. Un jeune qui arrive ici seul, même une femme seule, qui a 30 ans, 40 ans, c'est merveilleux. Tout l'avenir est devant eux. Mais moi, je suis plus près de la sortie que de l'entrée, quelque part. Donc, il faut que j'en profite un maximum. Oui, en tout cas, il faut surtout être en accord avec ce qui, toi, te rend heureuse. C'est-à-dire que c'est vrai qu'en effet, tu te dis, bon, j'ai plus 50 ans à vivre, donc autant que je les vive quelque chose, que je vive une vie qui me correspond et qui me plaît. Ben, on fait surtout l'effort de se maintenir en forme pour pouvoir encore en profiter. Au maximum. Voilà, c'est pour ça qu'on va faire c'est pour ça que etc. Gigi est une cliente assidue de Serge et elle fait de la musculation avec Serge. Et ça te fait du bien. Ah oui, bien sûr. Tu sens que ça te fait vraiment du bien. Ok, donc tu me disais, il y a cette raison-là qui fait que tu es un petit peu blasé de tout ça et que tu as besoin d'être nourri intellectuellement un petit peu plus. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je crois que la deuxième raison, elle est plus triste. En fait, c'est le fait que j'ai pas vraiment trouvé des amitiés profondes à Phuket. Je pense que tout le monde a un peu sa vie. Les couples vivent entre les couples. On est rarement invités par les couples. Enfin, on est un peu isolé en tant que femme seule. Alors bon, on peut faire une journée fille, une après-midi fille. Bon, c'est bien sympathique de temps en temps. Mais c'est vrai que l'aspect amitié profonde, je ne l'ai pas trouvé. J'ai même pas besoin d'une main pour compter mes amis à Phuket. Mais bon, ceux-là, ils sont précieux. Mais tous les autres, c'est des connaissances. Du style, on s'appelle, on se fait une bouffe, sauf qu'on ne s'appelle pas et qu'on ne se fait pas de bouffe. Mais bon, ça ne se passe pas. Ça, c'est une déception. Ça, c'est sûr que je suis un peu désolé parce que je dirais que l'émerveillement qui me manque, c'est 70% des raisons que je parte. Ensuite, il y a probablement 15% de l'aspect social. Et puis le dernier, malheureusement, c'est que cette année, j'en ai trop bavé au niveau des formalités. Je suis arrivé à un stade où je suis arrivé à aller 7 fois à l'immigration, à passer 20 heures en tout à essayer de rassembler des papiers inutiles.
tout ça alors que j'ai un statut de retraité avec un compte en banque, avec les sous qu'il faut dessus, et que je n'arrive même pas maintenant à rapatrier en Belgique, parce qu'on peut bien les amener, c'est une chose, les ressortir, c'est déjà beaucoup moins drôle. Emmener l'argent en Thaïlande, c'est jamais un problème. Quand il faut le sortir, c'est très compliqué, même pour des petites sommes. Donc j'imagine avec ce qu'il y a de bloqué pour le visa retraite, ça doit être, en effet, la croix et la bannière. Il vaut mieux peut-être... Et ça, c'est vraiment un aspect de la Thaïlande qui est frustrant. C'est fou le nombre de gens que je croise à l'immigration, tu sais, quand j'étais une demi-douzaine de fois, là, et tous, on voit le stress ambiant. L'énervement. Les gens sont énervés, ils se disent, bon, ça y est, je ne vais pas encore avoir le bon papier, j'ai pas la bonne photo, j'ai pas la bonne copie. Et ce stress, il est généré par ces gens qui en remettent une couche, naturellement. Donc, ils vont dire, ah ben non, you problem, you copy, you... Alors, on se dit, oulala, menacé à ce point. Oui, alors qu'en plus, toi, tu es en visa retraite, donc en plus, normalement, on est là pour dépenser son argent en Thaïlande. On n'est pas là pour voler du travail au Thaï, on n'est pas là pour faire quoi que ce soit. Donc vous devriez être reçu avec le tapis rouge. Pour moi, les visas retraite, on devrait vous dire mais venez tous ici. Vous dépensez votre argent de l'étranger, vous le dépensez en Thaïlande. Donc oui, ça c'est vrai que je comprends que ça peut être très frustrant et que tous les ans, cette histoire de visa est source de stress. Ah oui, c'est usant. C'est usant. C'est pas que moi. Ceci dit, c'est vrai que je reviendrai en vacances pour venir vous voir. Bien sûr, j'espère bien. Mais ok. Et donc tu n'as pas retrouvé non plus un compagnon sur Phuket. C'était une volonté de ta part de te dire bon moi ici je laisse tomber, ou alors tu as cherché quand même et tu as été déçu? Non, je n'ai pas cherché vraiment, parce que bon, d'abord il m'a fallu une dizaine d'années avant de me remettre de mes déboires. Je ne pense pas qu'on vive avec quelqu'un pendant 17 ans, dont 13 en permanence sur un bateau, quasiment, sans sortir de là complètement. Retourner. Ah ouais, c'est pas possible. Et d'ailleurs, en fait, ce livre, si je le sors cette année, c'est parce que j'étais infoutu de relire de te replonger dans cette expérience. Et là, tu sens vraiment au fait que, peut-être aussi que c'était quelque chose de rester pendant ce temps ici à Phuket qui t'a permis de guérir vraiment, et que là, peut-être en te disant je m'en vais, ça y est, tu es passé à travers cette séparation, tu es passé, tout ça fait que tu passes à autre chose, surtout. C'est vrai. Et que du coup, tu es prête à attaquer un nouveau livre maintenant. Voilà. Un nouveau chapitre de ma vie déjà. Oui. Et pour toujours parler du fait d'être une femme qui est toute seule ici depuis une dizaine d'années, qu'as-tu pensé, sans rentrer dans trop de détails, des hommes ici qui sont aussi célibataires? Tu en as rencontré quelques-uns disons, Bangkok, c'était une scène tout à fait différente. Bangkok, c'est une capitale, c'est le monde des affaires. Donc là, en bossant, c'était merveilleux, quoi. On faisait du networking, il fallait aller voir les clients, etc. J'ai rencontré plein de Thaïs qui démarraient des startups, qui m'ont demandé de travailler avec des architectes d'espaces de coworking. Enfin, pour moi, c'était, ça m'a sauvé, on va dire, entre guillemets. C'est-à-dire, ça m'a permis de penser à autre chose qu'à la séparation. Quand je suis arrivé à Phuket, c'était fort différent. Je commençais à vouloir bosser. J'ai fini par bosser un peu dans le yachting, dans le marketing, mais c'est plus lent, c'est moins Ah oui, le rythme de vie n'est pas pareil. C'est pas du tout la même chose. Sur les îles, les gens sont plus nonchalants, ils sont moins... Et alors bon, on a rendez-vous à 14h, ils arrivent à 14h30 en disant tiens, ne me dites pas qu'il y a eu des embouteillages, je ne croirais pas une minute. Mais bon, c'est plus nonchalant, c'est moins... Puis les gens sont moins engagés. Nous, on a moi, je fais du théâtre en anglais depuis des années, mais c'est fou. Moi, je suis toujours là, à l'heure, le jeudi, 18h, je suis là. Alors, il y en a des tonnes qui téléphonent en disant je peux pas, je sors de chez le dentiste, j'ai mal aux dents, ou je peux pas, il pleut, ou je peux pas. Et il n'y a pas d'engagement, en fait, ici. Pas assez. Pas assez. Pour toi, en tout cas, tu es peut-être resté dans cet état d'esprit au fait de ville, de travail, tout ça, et du coup ici tu rends compte que les gens sont tous un peu vraiment sabaye, tranquillement, rien n'est important, rien n'est grave. Et alors qu'au fait, peut-être que beaucoup de gens qui sont ici en retraite ont cet état d'esprit-là aussi. Peut-être qu'eux, ils ont envie justement de se relâcher de toutes ces obligations, de se relâcher de tous ces horaires, de tout ça, et qui veulent faire des choses, mais sans forcément s'y impliquer autant.
Sans doute, mais je Après, pense, je donne des idées. Hein. Oui, non, non, mais tu as entièrement raison. Et moi, je condamne personne. Celui qui vient à la retraite, qui veut le matin s'inquiéter de l'endroit où il va manger à midi et d'où il va aller prendre sa bière à 17h, c'est très bien s'il peut se contenter de ça, mais chacun son truc. Ouais. Parce que c'est l'état d'esprit de beaucoup de gens d'ici. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, alors toi en plus j'imagine que tu as côtoyé des gens qui sont en visa retraite, ce qui est encore différent, qui sont vraiment des gens qui ne font plus d'activité voilà, de travail. Mais du coup ils sont beaucoup dans cette optique-là, moi je l'ai réalisé aussi, c'est que comme tu dis, leur seule préoccupation c'est qu'est-ce que je mange à midi et où on se rencontre tout à l'heure à 5h pour boire la bière et ce soir on fait un billard où, voilà. Oui. Et pour certaines personnes c'est peut-être ça la vie de rêve. Tout à fait. Oui, non, mais ils ont raison. Si on peut satisfaire de cette vie, bravo. Moi, c'est parfait. Mais bon, toi, ça moi, ça ne va pas, non. Toi, ça ne te correspond pas. Tu as besoin peut-être de plus d'un cadre, de choses organisées, de respect, on dit ça, ok, mais on le fait. Oui, je comprends. Donc c'est vrai que c'est un petit peu perturbant ici, la vie ici. Je comprends que pour toi, c'était un petit peu compliqué. Parce qu'en effet, c'est pas comme ça que ça marche. Alors, quels sont tes plans pour l'instant? Donc là, c'est vrai qu'elle s'en va, mais je tourne cette vidéo. Elle s'en va dans 4 jours, tu t'en vas? Je m'emmène mardi prochain, je serai parti. Voilà. Donc dans une petite semaine, elle sera déjà partie. Tu vas donc arriver en Belgique, tu passes l'été en Belgique, tu vas aller voir ta famille. Je vais d'abord en priorité voir la famille. Ça, c'est le numéro 1. Ensuite, je pars à l'île de Ré pour revoir les copains. Ensuite, je repars à Fécamp. J'ai l'impression que je pars beaucoup vers la Normandie, la Bretagne. Beaucoup de gens qui m'ont dit que je vais finir en Bretagne. Mais bon, c'est pas grave. Écoute, je vais peut-être aller au sud. Je vais probablement aller au sud de la France. Moi, tu sais pas encore où tu vas te baser, en tout cas. Non, tu sais pas encore. Tu te baseras où le vent te porte. Et tu verras bien où tu te sens bien, en tout cas, et en accord avec ce que toi tu attends de ta retraite et de tes années de vie qui te restent, et encore beaucoup, hein, ça je te le souhaite. Hein. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui a envie de s'expatrier peut-être, alors une femme qui est à la retraite, et est-ce que c'est quelque chose que tu lui conseillerais, Pouquette? Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr, c'est une île géniale, les gens sont adorables, c'est safe. C'est-à-dire ici, on peut sortir à 2h du matin, aller manger un bout quelque part, tout est ouvert. Il n'y a jamais, on peut laisser une moto avec des clés dessus, avec des courses dessus, il n'y a jamais rien qui se passe. Donc c'est tout à fait safe, quoi. Donc c'est quand même... Oui, non, c'est génial pour une retraitée, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Bon, écoute, c'est très bien. En tout cas, moi, je te souhaite de réussir à trouver l'endroit qui te correspond vraiment. Que ton livre aussi marche. Hein. Si vous voulez acheter le livre de Gigi, je mettrai des informations pour tout ça. En tout cas, merci d'avoir fait la vidéo avec moi aujourd'hui. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous à ma chaîne. Venez aussi me suivre sur mon compte Instagram. Gigi, t'as pas de compte Instagram, toi? Si. T'as un compte Instagram? Oui, bien sûr. Alors, je vais vous mettre le compte Instagram de Gigi aussi. Là. Et je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Merci beaucoup. Sawadee krap.